Je voudrais vous parler de l'interprétation et des éditions. Ça, c'est un vrai problème. On n'a pas de manuscrit de la cantate. Ça a été retrouvé à Leipzig dans les années 1770. On a trouvé des parties séparées. Et c'est comme ça qu'on a pu, heureusement, reconstituer cette cantate. Alors c'est assez amusant parce que la partie des flûtes était écrite dans le ton de chambre, c'est-à-dire le Kammerton, qui était un ton beaucoup plus bas que le diapason habituel des églises. Le chorton, le diapason des orgues, était beaucoup plus haut. Ce qui fait que vous trouvez, on le sait par les orgues tout simplement, c'est la longueur des tuyaux correspond à la note. On sait que les orgues en Allemagne étaient accordés plus haut et on chantait à un autre diapason à l'église qu'à la cour. Donc ça pose des problèmes d'interprétation terribles, ce qui fait que vous avez dans l'édition Bärenreiter la plus récente, qui est très bien sur le plan musicologique, et tout est écrit un ton au-dessus par rapport à nos bonnes vieilles éditions. Je vois que, Madame Ertug, vous avez la barre Gesellschaft, vous, chez Hollenburg. Oui, c'est ça. Toi aussi, et moi aussi, j'ai la Breitkopf. Bon. Là, on est vraiment en mi bémol majeur, et toutes les autres sont en fa majeur. Donc vous avez entendu Harnoncourt, Léonard, pardon, qui joue en mi bémol. Si vous écoutiez par exemple le Cantus Skull, ils le font en mi majeur. Donc c'est ni fa ni mi. Bon, c'est-à-dire que si vous prenez la version Kammerton, les flûtes écrites en fa, ça veut dire que sur un diapason 415, elles vont sonner admettons en dessous. Voilà. Et si vous avez toutes les autres parties en quartone, par exemple en mi bémol, effectivement, si on entend le son réel, ça va sonner un petit peu au-dessus. Ce qui fait que Jung Hennel a choisi le principe de le faire en mi majeur, comme ça il rabaisse le kamatone et il remonte le quartone. Bon. D'autres ne le font pas, bon, après c'est une querelle d'experts, mais c'est vrai que si bémol mineur, c'est une tonalité quand même assez peu utilisée à l'époque. Et c'est vrai que ça, à la lecture, on est plus naturel dans la version en do mineur de l'aria de l'alto. Les questions se posent surtout par rapport au tempérament. Alors après, il y a le tempérament. Voilà. Aussi bémol mineur dans le tempérament immédiat. Et oui. Et oui. Alors, comment est-ce qu'on accordait les clavecins? Comment est-ce qu'on accordait les orgues? Quel était le tempérament de l'époque? On sait que Bach ensuite s'est querellé avec Werkmeister. On sait que Buxtehude a fait réaccorder toute la Marienkirche, tout l'orgue de la Marienkirche en 1680. Les travaux ont duré 6 mois. Donc c'est pas un simple relevage, dépoussiérage ou accord des anges. Ça devait être sûrement un accord où le tempérament mésotonique intégral devait être déjà obsolète. C'était trop moderne. Il y a un prélude et fugue en fa dièse mineur de Buxtehude. Fa dièse mineur, imaginez comment ça devait sonner sur un mésotonique. Parce que c'est quand même la dominante, c'est quand même do dièse majeur, quoi. Donc c'est le ton le plus horrible sur un mésotonique. Mais c'est vrai, hein, c'est un vrai problème musicologique. Moi, j'ai pas de réponse. C'est comme les effectifs. Les effectifs, on sait que Bach à Leipzig, il y a 2 écrits de Bach, en 1730, où il se plaint toujours évidemment à son conseil presbytéral. Il fait l'inventaire de ses gamins, comme nous on le fait pour les classes. Et il dit qu'il a 65 gamins, mais il faut qu'ils chantent dans 4 chœurs. Donc 4 églises, 4 lieux. Donc minimum, voilà, 15, 20. Il dit qu'il faut au moins 4 ou 5 par pupitre, ce qui atteste le fait qu'on puisse le chanter dans sa vocale. Selon les acoustiques, remplir Saint-Nicolas de Leipzig et Saint-Thomas, c'est comme des grandes églises. Pourquoi est-ce qu'il fait doubler le cantus des sopranos dans le chœur d'entrée de la Saint-Matthieu par un cornet à l'orgue? Il fait marquer plus cornet, ça veut dire qu'il faut les renforcer, donc il y en a plusieurs. C'est pas un par partie, certainement pas. Parfois même des cantus sur mousse sont doublés par les trombones, par le corno da caccia, ou par la trompette, ou par les hautbois. Donc, problème d'équilibre des tessitures, problème aussi d'équilibre tout simplement de la puissance, bon, ce qui n'empêche qu'on peut aussi dans des versions de chambre, dans des Geistliches Concerts, chanter à un par voix. Donc la question est ouverte et bien malin est celui qui pourra nous donner vraiment ce que Bach avait dans l'oreille, ce qu'il aurait souhaité, est-ce que ça correspondait à ce qu'il avait vraiment. Ça c'est vraiment un sujet délicat, si vous voulez. Et d'ailleurs, heureusement, parce que nous avons des interprétations très différentes et tout aussi belles les unes que les autres qui nous permettent d'aborder la musique. Alors, la version de Gonnenwein du Bach Musique 85 est très très belle. On y entend des voix lyriques. Par exemple, il y a la basse Franz Krass, une basse wagnérienne, et puis qui a été un grand Sarastro aussi, un remarque magnifique. Et puis à la même époque, il y avait quand même, je pense à l'interprétation qui fait quand même partie aussi de nos directions de travail, dès les années 70, il y a eu 2 personnages complètement incroyables qui étaient Nikolaus Harnoncourt et Leonhardt.
un protestant, un catholique, c'est intéressant, qui se retrouvent pour Telefunken, à l'époque, enregistrer l'intégrale des cantates de Bach. Projet complètement dingue qui va leur prendre, je crois, 2 décennies. Hein. Et puis il est sorti en 1980 le volume, je ne sais plus lequel c'était, le 10, 12 ou 13, où il y a justement les cantates 103 à 106. C'était des vinyles où il y avait la partition à l'intérieur, donc un objet discographique absolument magnifique. Et c'est une version qui m'a accompagné aussi depuis très jeune. Et c'est intéressant parce qu'il choisit délibérément de prendre à cœur. C'est Philippe Hervé qui avait préparé à l'époque le Collegium vocal de Gand. Les sopranos alto étant chantés par le Tölzer Knabenchor, non, le Hannover Knabenchor, pardon, le chœur d'enfants de Hanovre, et différents solistes. Et c'est très émouvant, vous verrez. C'est une alternative à la question épineuse des effectifs dans les cantates de Bach. J'ai exprès passé la version de Konrad Jungheinel et le Cantus Köln qui pratique le 1 par partie. Donc ça, on pourra en parler sur l'interprétation, c'est une question ouverte. Mais écoutons, s'il vous plaît, mettons-nous tout de suite dans cette atmosphère d'éternité, de paix, d'une douce berceuse de la mort, aurait dit Fauré à propos de son requiem. Peut-être que Bach aurait pu dire pareil. Vous savez, Fauré qui avait dit « J'ai écrit mon requiem pour le plaisir », si j'ose dire. Alors, pour finir, encore une musique de mort, excusez-moi. C'est une des pièces les plus émouvantes de Bach, mais version profane, parce que Bach sait aussi parler de la mort. Je dirais dans son expression profane, c'est la fameuse ode funèbre, 1727. La princesse électrice de Saxe et reine de Pologne, Christiane Eberhard-Wien, meurt à moins de 50 ans. Bach l'aimait beaucoup, tout Leipzig l'aimait beaucoup. Et il y a eu un grand service funèbre où était créée cette magnifique ode funèbre. Je vous dis ça parce que c'est la dernière expression de la mort. Ce n'est ni une fugue, ni une basse obstinée, ni un aria da capo, ni un choral. C'est une ouverture à la française, bien sûr. Et là, c'est extraordinaire. Le texte dit laisse princesse, laisse-nous encore voir ton visage. Laisse-nous encore un rayon de ton visage. Lass noch einen Strahl. La tonalité funèbre, c'est si mineur. Tonalité de la mort chez Bach.
On pense même que ce chœur d'entrée de l'aude funèbre aurait pu être utilisé dans la Passion selon saint Luc perdue, sur un texte sacré pour le coup. Musique profane, musique sacrée, sacrée musique, comme dirait l'autre. Avec Bach, tout est évidemment à mettre sur le même plan, sur de la qualité et de l'inspiration.